est-ce que ta question est posée. Mais j'ai un autre élément après que je voulais mentionner. Moi, en tout cas, je suis d'accord pour le salaire minimum à 15 $ l'heure. Est-ce que j'ai la réponse pour les petites entreprises, comment les aider à effectivement payer ce 15 $ l'heure-là? J'ai peut-être pas la réponse, mais je pense définitivement qu'il faut aller chercher l'argent où elle est pour pouvoir subventionner les petites entreprises qui ont besoin d'aide. Et ça, il faut arrêter le phénomène des fuites dans les paradis fiscaux. Ça, c'est clair. Fait que ça, c'est mon élément de réponse pour le 15 $ l'heure. L'autre chose, vous êtes ici pour prendre des idées. On a parlé de transport tout à l'heure. Je pense qu'il faut recommencer à investir dans la route verte, dans laquelle on a investi dans les années passées. Il y a certaines régions où est-ce que ça s'est très bien développé. Je pense à l'Estrie, entre autres, où est-ce que c'est devenu un élément d'attraction pour le tourisme, mais aussi un élément facilitant pour le transport durable, le transport domicile-travail. Puis je crois que la Mauricie a énormément de potentiel de ce côté-là. Ils ont mis des bandes cyclables ici et là, mais c'est pas. William, il comprend cette réalité-là. Il fait déplacement à domicile-travail à vélo, moi aussi. C'est n'importe quoi en Mauricie. Honnêtement, de se déplacer en vélo du domicile au travail, c'est très difficile. Donc, oui, parfois c'est risqué. Donc, voilà, c'est mon choix. Oui. Au sujet du salaire minimum à 15 $, en fait, depuis que les gens en parlent, c'est plus un revenu familial garanti. Et de cette façon-là, ça va être plus facile. Tu ne demandes pas à l'entreprise de passer le salaire de 10 à 15 $ s'ils sont prêts. Pour la majorité. Encore moins au niveau du secteur agricole, ça n'a pas de sens. Mais il faut capable d'avoir des bénévoles qui arrivent. Ils leur donnent un petit pays de confort. Ils ne sont pas capables de vendre. Ils sont plus de donner pour payer le monde. C'est plus masculin. Si tu donnes ton stock, tu ne payes personne. Tu ne payes personne. Alors, si on considère un revenu à 30 000 $, là, c'est plus facile. Si on joue avec l'assurance emploi, si on joue avec le lien social, si on joue avec le salaire de base, il y a moyen de subventionner. Comme le gouvernement le fait pour Bombardier, pour le Québec, pour n'importe qui, il subventionne. Ce sont les salaires qui payent l'investissement Québec, l'investissement quelque part. Quand la caisse de dépôt investit quelque part, c'est les salaires qui payent. Même si c'est des salaires de 90 000, ils s'en foutent parce qu'ils vont vendre des avions encore plus chers. C'est un jeu de l'offre et de la demande. Le gouvernement au Canada, il en a. Regarde le gouvernement libéral, au fédéral, au niveau des familles, avec les enfants, il en donne beaucoup. Au niveau du chômage, lui, que le gouvernement pige dedans pour remplir, je ne sais pas qui. Pardon, je ne sais pas quoi. Les deux. En fait, l'autre point que je voulais soulever, c'est au niveau des entrepreneurs. Il y a quasiment au moins 60% des travailleurs au Québec qui travaillent dans le petit entreprise. Hormis les fonctionnaires, comme bien sûr les multinationales. Ces travailleurs-là, ils n'ont pas de fonds de retraite. L'autre problématique qui est soulevée également au niveau des entrepreneurs, c'est quand l'entrepreneur prend sa retraite. Ça, ils ont commencé à en parler dans les gouvernements. Même au niveau des terres agricoles, c'est exactement la même problématique. Ils ne peuvent pas transférer l'entreprise à leurs enfants. Au niveau des terres agricoles, c'est exactement la même chose. Parce que quand le propriétaire initial décède, si l'entreprise vaut 5 millions, l'enfant qui a eu l'entreprise est obligé de payer l'impôt sur les 5 millions. C'est la même chose pour une terre agricole. Or, la façon la plus simple pour un agriculteur ou un entrepreneur de s'en départir, c'est de le vendre. C'est exactement ce qui est arrivé à Saint-Hubert. Parce que c'était sa fille qui était supposée hériter de l'entreprise. Mais lui, quand il va mourir, elle va avoir 5 millions à payer en impôts. Es-tu capable de le payer? Non. Sur les terres, c'est exactement le même problème. Ils ne sont pas capables de payer l'impôt qu'ils ont à payer au gouvernement. Quand il hérite de la terre. Alors, où se place Québec solidaire? Au niveau des fonds de retraite, pour les 60% des fonds de retraite, est-ce
qu'ils prévoient, eux autres, augmenter le régime des rentes, que ces travailleurs-là puissent avoir une retraite convenable? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre 5 de leur salaire en réel, là. Il n'y a même pas assez d'argent pour vivre. Quoi faire au niveau de l'impôt sur les successions quand un entrepreneur transfère une entreprise ou un cultivateur veut transférer l'entreprise à ses enfants? Parce que les autres gouvernements savent pas. Transférer la question sur l'impôt sur la succession, je ne connais rien. Non plus, c'est pas grave. Si jamais il y a un notaire, un fiscaliste ou une actuelle dans la salle, prière pour se manifester. Honnêtement, je ne vais pas faire semblant, je connais rien là-dedans. Mais sur les autres questions, par contre, on a des positions avec solidaires. Par exemple, sur la question du revenu minimum garanti, vous vous rappelez que durant les 2 dernières campagnes électorales, on a proposé l'instauration d'un revenu minimum garanti en commençant par toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. En 2012, on le mettait à 12 000 $. En 2014, je ne me rappelle pas, ça avait dû augmenter sûrement. Et bon, pour les personnes à l'aide sociale, ça remplaçait l'aide sociale. Je sais bien que vous allez dire c'est dérisoire, c'est 2 fois ce que les gens ont en ce moment. Je vais juste vous dire ça. Et que, bon, après ça, pour les gens qui travaillent, c'est des montants qui s'ajoutent au revenu de travail. À partir d'un certain montant, là, l'impôt vient en chercher. Mais on n'a pas, honnêtement, là, peaufiné l'affaire dans les détails. Mais l'idée du revenu minimum garanti, on est d'accord. Après ça, là, je vous dis que ça en pose des questions. Ça remplace quel programme, à quelle hauteur il faut le mettre pour que ça soit juste et équitable pour tout le monde. Puis évidemment, ben, c'est très, très, très cher, hein? Un vrai programme de revenu minimum garanti, à moins qu'il soit de 400 $ par mois, là, ce que M. Blais, en fait, Solidarité sociale, dans le fond, je voudrais faire. Mais si c'est quelque chose de consistant, ça coûte très cher. Donc, il faut que ça soit. Tout est dans tout, là, hein, comme disait Raymond Duguay. Il faut que ça soit financé par l'impôt et les taxes. Et là-dedans, il faut que ce soit les plus riches qui paient davantage, éliminer les paradis fiscaux, etc. Il faut tout faire ça, plus l'indépendance du Québec. Un certain nombre de bonnes raisons de vouloir encore aujourd'hui en 2016 l'indépendance du Québec, mais celle-là en est une à cause de toute la question de la fiscalité fédérale provinciale. On ne pourra pas, et le pire c'est que le gouvernement libéral le sait très bien, on ne pourra pas au Québec instaurer un véritable revenu minimum garanti si on n'a pas au Québec l'ensemble de nos taxes et de nos impôts et qu'on n'est pas capable de décider tout seul à quoi on veut les appliquer, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Il y aurait bien d'autres raisons de se parler de souveraineté, d'indépendance du Québec, mais je profite de l'occasion pour vous dire que ça, c'est essentiel à l'instauration d'un revenu minimum garanti. Dernière chose que je voudrais dire, encore une fois, on dirait que ce soir, je me fais la spécialiste des dilemmes et des choses pas simples, mais moi, j'adore ça. Je trouve que c'est plus intéressant quand on est en recherche, puis qu'ensemble, on trouve les meilleures solutions. J'ai l'impression qu'il faut à la fois augmenter le salaire minimum et avoir un revenu minimum garanti. Sinon, je comprends là, que de ne pas augmenter le salaire minimum, effectivement, c'est plus facile pour la très petite entreprise, mais il y a peut-être d'autres moyens de contourner l'écueil. Parce que si tous les Couche-Tard, Tim Hortons, McDo, Walmart de ce monde ne sont pas obligés de payer leurs employés plus que 10 et 75 $, moi je trouve ça parfaitement indécent. Ils sont multimillionnaires si ce n'est pas multimilliardaires. Alors, j'ai envie de leur demander de faire un effort dans le salaire, au niveau du salaire de leurs employés, mais on se le dit ce soir, on ne veut pas non plus tuer la petite et moyenne entreprise. Fait qu'on est un peu là-dedans. Là. Comment à la fois exiger des dirigeants économiques qui assument leur part du marché, qui assument leur part de responsabilité, je devrais dire, payer des salaires décents, donner des fonds de retraite, des avantages sociaux, conciliation travail-famille. Il ne faut pas abandonner ces combats-là. Mais en même temps, s'assurer effectivement qu'on n'est pas en train de tuer personne. Sur les retraites,
À Québec solidaire, on propose de hausser le seuil de remplacement du revenu de retraite. Il me semble, de mémoire, dernière campagne électorale, c'était jusqu'à 70% du revenu. Donc oui, ça veut dire hausser les cotisations RRQ. Le problème en ce moment, c'est qu'on nous dirige de plus en plus vers les trucs privés, là, les REER en fait. Mais parmi les gens qui paient des REER au Québec, ce qui est pas plus qu'une personne sur deux, la moyenne payée par année est autour de 1 000 $. Tu ne fais pas un fonds de pension avec ça. La majorité des gens, beaucoup de gens, ne mettent pas un sou dans les REER, ils sont juste pas capables de faire ça. Et donc, ils arrivent à 65 ans, et tout ce qu'ils ont, c'est le Fonds de pension du Canada et le supplément de revenu garanti. Autrement dit, on a au Québec de plus en plus de personnes âgées pauvres. Alors qu'on avait assez jugulé la pauvreté des personnes âgées dans les années 70-80. En ce moment, on vit des reculs parce que le régime de pension du Canada n'est pas assez indexé. Donc, nous, on est pour un régime public de retraite d'abord et avant tout. Ça peut être complété après ça par des régimes privés, mais d'abord et avant tout un bon régime public de retraite. Mais tout ça demande des changements profonds à la fiscalité. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Là. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux des bons fonds de retraite, tu veux des services sociaux, tu veux, je ne sais pas moi, des transports collectifs, l'éducation, la santé, les universités. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ça. Alors, il faut qu'il y ait un effort collectif, et puis il faut que le 1% soit obligé par une volonté de la population de faire sa part. Et ça, il faut y travailler fort, puis ça peut se faire avec Québec solidaire, puis ça peut se faire aussi avec plein d'autres gens progressistes. Là. Il faut brasser la cage, on en a besoin. Ça, c'était pas mal. Oui, justement, moi j'aimerais revenir à la base parce que je ne fais pas partie de Québec solidaire, je ne suis d'aucun parti, je ne compte pas aller aucun parti. En fait, je suis contre les partis politiques. Mais je suis pour les bonnes idées. Et je constate que beaucoup ici, c'est confortable de voir que les gens qui pensent différemment de la moyenne. Qu'est-ce que Québec solidaire considère serait le meilleur mode de scrutin pour parvenir éventuellement au pouvoir? Parce que là, on parlait de Pétrosumi tantôt, que je me disais que 60 000 emplois n'existent plus quand vous serez au pouvoir. Parce que ça va être dans plusieurs années si on regarde le même mode de scrutin. Qu'est-ce qui ferait changer quelque chose au Québec et qu'est-ce que nous pouvons faire pour le mode de scrutin change afin que vous puissiez envisager d'être élu à un moment donné? Vous n'avez pas le parti, mais vous aimeriez qu'on soit élu? Mais ça fait des gens comme vous soient élus. Parce que individuellement, chaque personne a des bonnes idées et je pense que les partis, moi, mon idée sur les partis, c'est de l'argent gaspillé. On entretient une discussion pour rien. Et bon, les gens qui sont dans les partis, individuellement, ont des amis. Il y a beaucoup de liens dans cette idée de réalisme. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens comme vous soyez au pouvoir? Pas juste un personne, bien sûr. Écoutez, c'est une des bases, une des propositions fondamentales de Québec solidaire, c'est la réforme du mode de scrutin. On n'est pas les seuls à dire, ça fait de plus en plus consensus, sauf dans les partis politiques qui se partagent le pouvoir, qui sont avantagés justement par le système électoral actuel. Est-ce que vous pouvez proposer un projet de loi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours proposer des projets de loi, mais nous ne sommes pas au gouvernement, c'est le gouvernement qui étudie les projets de loi, qui les fait avancer dans la machine législative et qui finit par les adopter. Donc on peut toujours le présenter, mais c'est un coup des pédales. Et il y a eu bref, je ne vais pas vous expliquer les défauts de notre système électoral actuel. Et ça une des conséquences, c'est que ça désavantage très grandement des petits partis comme Québec solidaire. Mais malgré tout cela, et malgré ces vents contraires, nous avons réussi à élire au moins 3 députés. Mais il faut aller encore plus loin. Évidemment, le système actuel ne favorise pas l'élection des davantage de députés, que ce soit pour nous ou pour d'autres partis minoritaires.
évidemment, ce que nous mettons en avant, c'est la nécessité impérieuse d'imposer un système de scrutin avec des éléments de la proportionnelle. Donc, un système de scrutin mixte que nous avons. Il y aurait un député par circonscription, et aussi des députés par élu dans une liste. Donc, ce qui assure qui reflète mieux l'expression du vote populaire. On ne peut se retrouver, par exemple, comme le gouvernement péquiste de 1998, qui a été élu majoritaire, mais qui, au total, a reçu moins de votes. Donc, voilà, c'est là que nous en sommes. Nous, à Québec solidaire, nous nous sommes dit, tant et aussi longtemps que cette question-là est laissée entre les mains des partis politiques, nous n'allons pas avancer d'un iota. Parce que justement, il y a des partis politiques qui sont en conflit d'intérêts, carrément. Ils ne peuvent pas changer un système électoral qui les avantage. Et si le Parti québécois ne change pas ce système-là, c'est parce qu'ils ont toujours confiance qu'un jour, ce système-là va les avantager. Donc, nous avons dit qu'il faut un mouvement populaire pour changer les modes de scrutin, et ça appartient à la société civile dans son ensemble de pousser, d'obliger les partis politiques à avancer dans cette voie-là. C'est pour ça que nous avons mis tous nos œufs dans les travail d'un organisme qui s'appelle Mouvement pour une nouvelle démocratie. Voilà. Et nous travaillons activement avec eux pour voir la meilleure façon de faire avancer l'idée d'une réforme du mode de scrutin. Ils ont fait des choses. L'hiver et le printemps dernier, ils ont fait une série de grandes rencontres avec tous les grands réseaux du mouvement social, que ce soit syndical, communautaire, étudiant, etc. Et selon moi, c'est Gérard qui l'ont connu, et aussi des partis politiques. En se disant, on va démontrer, par exemple, au Parti libéral, qu'il y a un consensus pour le mode de scrutin. Le problème, c'est que le Parti libéral s'en fout du consensus social pour la réforme du mode de scrutin. Et nous n'avons jamais réussi dans ce processus-là à obliger le Parti libéral à dire oui, je m'embarque dans un processus. Ils ont toujours fermé la porte dès le départ. Donc voilà, nous sommes dans une situation un peu bloquée, mais nous continuons avec notre stratégie qui est de faire en sorte que ce soit le mouvement social qui prenne de plus en plus de force pour forcer les grands partis à adopter une réforme du mode de scrutin. Nous pensons qu'on pourrait trouver peut-être quelques alliés dans le Parti québécois, quelques députés qui pourraient trouver à cette idée-là. Mais il y en a d'autres qui s'opposent. Ce n'est pas l'unanimité au Parti québécois, mais au Parti libéral, c'est la ligne des partis. Non, aucune réforme du mode de scrutin, parce que quoi qu'on changerait, ça nous avantage et ça nous assure les prochains gouvernements peut-être. Voilà le coup de temps. J'avais 3 relevés déjà, il y en a 2 autres qui viennent de se lever dans la seconde. Je vais prendre en rafale les 3 personnes qui ont levé la main déjà. On va voir le temps qu'il nous reste ensuite. Marc Dion, je connais un petit peu, mais je viens ici à toutes les semaines. Moi, je reste à Nicolette. Alors, moi, je vais donner un exemple. Ce soir, ici, le fait que QS choisisse le temps d'une peinte, on est en train de créer du neuf. Les jeunes entrepreneurs, monsieur qui parlait de son jeune entrepreneur, combattre les multinationales de la bière, créer de l'emploi local, s'entendre avec le milieu pour les produits du terroir qui sont offerts sur les tables. La même chose à la FOU, la même chose au Gandrelius. Puis là, ils vont passer à une deuxième étape, parce qu'ils se sont consolidés. Ici, c'est l'économie sociale, c'est les coopératives. Ils vont se consolider, puis ensemble, ils vont souder quelques-uns. Ils vont partir une usine, probablement dans la prochaine année, pour vendre la bière, exporter un petit peu partout. Faire le lien avec les agriculteurs biologiques. Moi, je connais des gens, dans mon côté, mais sûrement dans d'autres aussi, qui fournissent une brasserie en houblon.
Donc, déjà, une concertation de Parti libéral, puis avec ce que fait les municipalités. Donc, je suis d'accord avec le économique de tout à l'heure, c'est de renforcer la concertation. Je voudrais féliciter la gang de Trois-Rivières et de la Mauricie, parce que ce soir, là, il faut se parler. C'est ça qu'on fait. Les autres QS, ça fait 10 ans qu'on fait. Ça fait 10 ans que le programme est en construction, puis on écoute les gens, on part avec des idées. C'est pas nouveau, là, 5 compagnies, là, il faut son morose, mais tout ça fait 10 ans qu'on le fait, puis on se prépare. Moi, à soir, là, ça me traîne bien raide. Parce que l'économie, c'est quand même le nerf de la guerre. Moi, j'étais, je vais finir là-dessus, j'étais à QS, quand on a parlé des 4 sortes d'économie. Et moi, j'étais un petit peu découragé après cette rencontre-là, parce que je trouvais que l'économie des petites et moyennes entreprises, en tout cas dans le temps, 55% de l'emploi au Québec, quand tu es candidat ou tu fais du porte-à-porte, moi, je dans ma municipalité, il y a 225 entreprises. C'est toutes des petites entreprises. L'autre affaire que je disais sur le transport, je partage absolument, premièrement, la réforme que tu laisses le faire. J'ai participé à des ateliers, là, après la sortie de l'école de nos vies. Mais c'est vrai que les régions, les problèmes de transport, je vais vous donner un exemple. J'ai dîné avec le maire de Parisville, 400 habitants. Ils ont fait une étude d'un comité d'environnement, de la MRC des Cantos. Il y a 3900 voitures qui traversent le pont de Trois-Rivières, de Shawinigan, à tous les jours pour venir travailler dans le parc industriel de Bécancour. Le monde en politique municipale, ce n'est pas des sans-leçons, mais eux autres aussi ils attendent des solutions, des idées. Là, ils ont allé voir le parc industriel. Les compagnies ne veulent rien savoir de ça. Ça, nous autres, c'est dans l'usine que ça marche, le reste. Mais il y a une question de transport en commun. Tu sais, s'il y avait un stationnement quelque part pour les gens. Là, c'est le point. Les 3000 voitures, c'est pas juste. Il n'y a pas une personne dedans, il y a peut-être 2-3 personnes dedans. On voit qu'on a un problème de mentalité. Là-dessus, tout un QS, tu sais, on fait des petits pas tranquillement, il faut qu'on change nos vies. Il faut qu'on change nos vies. Moi, je vais au marché public de mon coin, puis je fais venir un panier de provisions. Il faut que je change ma vie. Il faut que je sois le changement de ma vie. Tu sais, que je veux proposer aux autres. Et je trouve que là-dessus, moi, je vais te payer de 100 piastres de QS à chaque année, parce que je trouve que c'est des idées nouvelles, des idées novatrices. Même si tu n'es pas impliqué dans le parti, c'est parce que les campagnes électorales, ça se donne avec le monde, ça se donne avec l'argent. On est vraiment à contre-courant. Moi, en tout cas, à soir, félicitations. Puis je vais revenir au temps d'une paille, quand il va y avoir une seule députée de la région de la Mauricie. Moi, je vais venir faire ça ici. L'économie, c'est un terme qui est assez gros, qui est assez vaste, et employé de façon très vulgaire par les autres. Je m'explique qu'on galvaude de l'économie à gauche, à droite, sans vraiment avoir de projet porteur. Et ça, la population en vient à se dire que la manne, c'est l'économie. On ne parle que de ça pendant les campagnes électorales. Donc, pourquoi il faut faire de l'argent, on ne sait pas pourquoi. Donc, tantôt, quand vous parliez de mouvement populaire, j'en suis, je crois que c'est vraiment la base. Ce sera toujours les mouvements populaires. Mais ce qu'il y a à côté, c'est que l'éducation, moi je suis enseignante, l'éducation, il y a des groupes partout, et là, les ministres de l'éducation sont en train de faire des consultations actuellement pour peut-être réformer l'enseignement supérieur, la formation générale au cégep, au primaire aussi, il y a des cours, on se demande ce qu'on va faire. Moi, je pense que le mouvement populaire ne peut exister s'il n'y a pas de culture générale assez profonde. Donc, je pense que la base, c'est aussi l'éducation pour avoir une société qui peut fonctionner, qui a une juste part qui puisse s'installer dans la population. Donc, ce pas des idées qui peuvent partir de nulle part. Il faut aussi que ça parte d'un fond culturel commun. Donc, moi, ça me mérite beaucoup ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'éducation. Donc, peut-être avoir en tête avec l'économie, oui, j'en suis, mais l'éducation, ça va avec ça.
C'est juste une piste de solution pour le salaire minimum garanti, puis le 15 de l'heure. C'est que ça existe déjà dans d'autres places dans le monde, comme en Europe, en Suisse et puis en Suède. Je pense que l'équipe de l'IRIS, les chercheurs de l'IRIS, pour aller chercher ce qui se fait là-bas, pour essayer de voir comment on pourrait appliquer ça ici. C'est juste une piste de solution comme ça, je pense. Bonjour, je m'appelle Samuel Charpentier. Je suis étudiant au Collège de Fête de Trois-Rivières. Je suis étudiant en technique d'intervention en loisirs. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un CHSLD ici à Trois-Rivières. Je travaillais auprès des aînés, auprès de nos personnes âgées. Je travaillais au service de la technologie, donc j'avais la job de fun. Je faisais des activités avec eux les fins de semaine. Puis j'avais une employée à temps plein. Il y avait moi à temps partiel, puis une autre fille à temps partiel. Mais une personne pour s'occuper de 175 étudiants, une activité, c'est impossible, honnêtement. Donc, quand moi, par exemple, je vais prendre un congé une fin de semaine pour une activité parascolaire, pour un congrès de Québec solidaire, c'est plate, mais il y avait des activités qui étaient complètement annulées dans l'agenda des résidents, d'autres personnes âgées, parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour travailler là. Simplement à cause d'un manque de fonds, un manque de budget alloué par le gouvernement au CHSLD. Donc, est-ce que Québec solidaire, un gouvernement solidaire pour s'engager à donner des subventions aux étudiants qui pourraient leur permettre de travailler non pas dans une épicerie, mais dans un travail qui peut leur permettre d'acquérir une expérience pour un emploi plus tard, que ce soit des éducateurs spécialisés, intervenants en loisirs ou travailleurs sociaux. Est-ce que c'est une alternative qui pourrait se faire? Merci. Peut-être Françoise répond aux dernières